Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous voici réunis pour notre rendez-vous sur Sud Radio, l'heure libre, un partenariat Front Populaire, La Revue et Sud Radio. Et je suis particulièrement heureux de retrouver Michel Onfray, fondateur de La Revue, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef, et notre invité est Charles-Henri Gallois, aujourd'hui président de Génération Frexit et essayiste. On se souvient notamment de son livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, émission spéciale ce jour après la mobilisation sans précédent, depuis 30 ans on peut dire, mardi contre la réforme de retraite. Les syndicats ont fait savoir que 3,5 millions de Français étaient dans la rue. 1,2 million selon le ministère de l'Intérieur. On va décrypter cette bataille des chiffres, mais on va surtout se demander aujourd'hui pourquoi le gouvernement ne veut rien lâcher. Réforme des retraites, pourquoi Macron obéit à Bruxelles, c'est le thème de notre émission. Mais revenons d'abord rapidement sur la journée de manifestation. Maxime Le Nagar, notre monsieur vrai-faux de l'émission, quel est le bilan de cette journée ? Alors, le bilan de ce 6e volet de mobilisation, c'est que l'intersyndicale tient bon. Philippe Martinez et Laurent Berger ont évoqué effectivement une mobilisation historique. Les contestataires sont toujours aussi solidaires, transpartisans et mobilisés. Élément important, si on regarde la mobilisation en province, elle a été équivalente, voire supérieure dans de nombreuses villes par rapport au niveau précédent du 31 janvier. C'était le deuxième volet, un gros volet à cette époque-là déjà. Et on assiste manifestement à un vrai mouvement social d'ampleur soutenu par une majorité de Français. Tous les sondages donnent à peu près les mêmes chiffres. 72% soutiennent la mobilisation et 63% voient le blocage du pays comme une bonne chose. L'intersyndicale a demandé à être reçu en urgence par Macron et le silence du président, selon eux, constitue un grave problème démocratique. Alors, pour le moment, ils ne sont pas entendus. À voir ce qui se passera aujourd'hui, samedi 11 mars, c'est le 7e volet de la mobilisation. Oui, et dites, Maxime, on a découvert, selon le Canard enchaîné, que c'est désormais directement Gérald Darmanin qui fixe les chiffres de la police, les estimations. Oui, enfin en partie. En fait, c'est-à-dire que le tweet du Canard enchaîné, qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, était un peu ambigu. Ce que dit l'article précisément, c'est que sur la base d'une note du renseignement territorial, les équipes de Darmanin ont annoncé trop vite des chiffres de la manifestation du 16 février, c'était le 5e volet, donc avant celui de la dernière manifestation, en faisant une erreur de calcul. En fait, ils ont annoncé 440 000 au lieu de 400 000. Le chiffre a été repris partout, c'est donné le chiffre officiel, mais plutôt que de démentir ce chiffre, le renseignement territorial s'est aligné sur l'annonce officielle, a donc truqué le rapport. Donc en résumé, les équipes de l'intérieur se trompent de chiffres et les renseignements territoriaux truquent le rapport pour s'aligner sur l'erreur. Ouais, c'est un peu confirme les erreurs. Bon, ça vous a surpris ces révélations du Canard enchaîné, Charles-Henri Gallois, ces petites manipulations de chiffres comme ça ? On parle quand même de Gérald Darmanin, donc moi ça ne me choque pas du tout. On se rappelle, et tout le monde se rappelle, cet épisode lamentable du Stade de France, où il suffit de regarder Twitter et les réseaux sociaux, on voyait déjà des vidéos, on savait pertinemment que c'était pas les supporters de Liverpool, que c'était des racailles qui agressaient au contraire les supporters, et Gérald Darmanin a continué dans sa fausse version. C'était normalement, dans une démocratie, quelqu'un comme ça, un tel mensonge d'État, il devrait démissionner. Non, il s'est entêté, il est toujours là, il n'y a aucun problème. Et ça va en fait dans le sens d'une Macronie qui est toujours plus orwellienne sur tous les sujets. On prend les retraites, il nous explique qu'ils sont dans le dialogue social et dans le dialogue même parlementaire, alors qu'on voit qu'au contraire, ils cherchent à passer en force. Sur le plan économique, on nous explique, Bruno Le Maire nous explique que l'économie va de façon formidable, qu'on est sur une souveraineté industrielle, alors que les délocalisations continuent, alors que le déficit commercial est de 169 milliards d'euros sur 12 mois, c'est historique. Donc on a des gens qui vivent dans une réalité parallèle, et ça confirme en fait ce monde orwellien qui est celui de la Macronie. Alors la réalité, c'est une très forte mobilisation. Michel Onfray, c'est peut-être un peu moins aux philosophes, mais surtout à l'intellectuel engagé que je m'adresse. Est-ce que vous aviez vu une telle mobilisation depuis longtemps ? Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu ça, quand même, dans les rues de France. Oui, je me rappelle de l'époque où Juppé était au pouvoir et où Pierre Bourdieu était l'opposant majeur à cette réforme des retraites. C'est une vieille aventure que la droite défend. Je dois dire qu'il faudrait remonter à 1973, très précisément à la loi du 3 janvier 73, sous Pompidou, et qui décide de la fin de la souveraineté bancaire française. C'est la fin de la Banque centrale. En fait, c'est la fin pour la Banque de France de prêter sans intérêt. Et la gestion nationale de la dette s'est terminée. C'était en fait une affaire de
haute trahison. Et ce sont maintenant les fonds de pension qui gèrent les retraites. Et on sait que Pompidou le souhaitait, tous les autres qui ont suivi l'ont souhaité également, et que Juppé le souhaitait, enfin du moins Chirac à l'époque, et que c'est exactement la même chose avec Macron. Il s'agit d'en finir avec la retraite par répartition pour mettre tout ça entre les mains des fiscalistes, entre les mains de BlackRock, même très précisément, s'il faut parler précisément. Et donc, c'est le combat qui reste le même. Alors, j'ai pas souvenir des chiffres de l'époque. Je sais simplement que ça a duré plus longtemps et que, comparaison n'étant pas raison, on ne peut pas imaginer qu'on puisse comparer à cette époque parce que ça a duré très longtemps. Donc, on est au début. On sait comment ça s'est passé à l'époque. Et là, ça s'est mal terminé. Enfin, ça s'est mal terminé pour les retraités. Et ça commence simplement aujourd'hui. Je dirais que on saura un peu plus. On pourra vraiment comparer dans un mois. Ouais. Alors, dans le même temps, aucun signe de l'Élysée allant vers la discussion, Charles-Henri Gallois. C'est même tout le contraire. Là, vous avez suivi certainement au Sénat où ils utilisent le processus de vote bloqué. Ce qui fait qu'en fait, c'est le gouvernement qui choisit les amendements dans le texte et qu'on demande au Sénat de voter d'un bloc ce texte. Donc c'est l'inverse de ce qu'il explique, de dialogue social et autres. Non, ils sont dans un passage en force et leur idée, c'est d'aller le plus vite possible et de passer cette affaire. Peu importe que 73% des Français soient contre, peu importe que 93% des actifs, qui sont les personnes qui vont être touchées par cette réforme, soient contre, ils veulent passer en force. Et c'est ça, en fait. Mais dans quel calendrier on se situe? Parce que ce passage en force, il peut avoir lieu dès le mois de mars? Évidemment, oui. Il peut avoir lieu dès le mois de mars. Mais ce que tous les gens, en fait, devraient avoir en tête quand on réfléchit calmement sur cette histoire de réforme des retraites, c'est quand même cette réforme, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très peu utile à court terme. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est complètement injuste parce qu'encore une fois, elle ne pèse que sur les actifs. Même si on voulait faire des économies sur les retraites, il y a d'autres réformes qui seraient possibles. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est complètement irrationnel d'un point de vue politique qu'un gouvernement nouvellement élu plombe son quinquennat en fait dès le début du mandat. Politiquement, ça n'a absolument aucun sens de faire ça pour un gain financier relativement faible quand on fait les comptes. Et ce qu'il faut se poser comme question, et on va y venir parce que c'est le cœur du sujet, c'est pourquoi en fait, malgré tout ceci, le gouvernement veut faire cette réforme coûte que coûte et le plus vite possible. Et si on n'a pas en tête les pressions qui ont lieu au niveau de l'Union européenne, et notamment les pressions pour obtenir les fonds du plan de relance, on ne peut pas comprendre en fait cet entêtement du gouvernement. J'ai lu des articles avec Ouest France qui disaient mais pourquoi Macron s'obstine-t-il? J'ai vu plusieurs personnes dans les médias qui disaient pourquoi il s'obstine. Mais en fait, la réponse, elle est clairement là-dedans. Et c'est ce que nous allons décrypter. Vous restez avec nous sur l'heure libre. Nous revenons dans un très court instant. Réforme des retraites. Pourquoi Macron obéit à Bruxelles? C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire, La Revue et Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Lenagar et notre invité est aujourd'hui Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Alors on l'a vu, la mobilisation est record, mais le président ne veut rien lâcher et il se dit clairement que si Emmanuel Macron ne veut pas lâcher, c'est qu'il a promis cette réforme à l'Union européenne pour pouvoir récupérer notamment la part française du grand emprunt européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi s'agit-il, Charles-Henri Gallois? C'est un élément fondamental et finalement qui n'est pas au cœur du sujet. J'ai entendu très rapidement la France Insoumise ou le Rassemblement national évoquer la contrainte de Bruxelles à l'Assemblée nationale, mais c'était pas le cœur du sujet, on entend très peu parler. Oui, très peu. La réalité, quelle est-elle là-dessus, sur ce dossier? Il faut être très clair, il faut retourner en fait au texte et à l'accord. Parce que j'ai vu, moi, des autoproclamés fact-checkers comme Julien Pain, ou même certains députés européens comme Aurore Lalucq, qui se sont fait une priorité de dire non, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est très bizarre, c'est que quand vous regardez en Belgique ou en Espagne, il n'y a pas du tout cette pudeur. En Belgique ou en Espagne, on vous dit très clairement, ils ont une réforme des retraites locales. La réforme des retraites est exigée par l'Union européenne. C'est dit dans tous les médias, c'est dit partout. En France, on veut nous faire croire que non. Or, quand vous regardez le fameux accord du plan de relance de l'Union européenne, je vous rappelle, en juillet 2020, lorsqu'il y a eu lieu cet accord, il était inscrit dedans que les fonds du plan de relance seront débloqués si les plans de résilience émis par les gouvernements, donc finalement les plans budgétaires, étaient en cohérence avec les recommandations faites par l'Union européenne chaque année, recommandations économiques. C'était assez vague, il disait recommandations. Après ça, un mois après, il y a eu un communiqué de presse de la Commission européenne qui était beaucoup plus clair, parce qu'ils ont expliqué qu'il s'agissait des recommandations 2019 et 2020.
Vous regardez les recommandations 2019, il est mis très clairement que l'Union européenne demande à la France de faire une réforme des retraites. C'est bizarre. Et ensuite, vous avez ce fameux plan de résilience qui a été fait par le gouvernement français. Dedans, il était mis la réforme de l'assurance chômage qui a eu lieu et il était mis la réforme des retraites. Le seul bémol finalement qu'il y avait dedans, c'est que pour la réforme des retraites, et je pense moi que c'était un accord entre l'Union européenne et Macron, parce que vous n'étiez pas sans savoir, quand il y a eu ce plan de résilience, il y avait une élection présidentielle derrière. On voit bien que cette réforme est hautement impopulaire. Donc ils expliquaient que cette réforme aurait lieu quand la situation économique le permettra. En d'autres termes, quand l'élection présidentielle sera passée. Et c'est exactement ce qui se passe, et on en est là. Et donc, c'est évidemment très clair. S'il n'y a pas de réforme des retraites, Bruxelles va peser de tout son poids, et notamment en menaçant de bloquer les fonds de l'Union européenne. Mais d'ailleurs, ça ne s'arrête pas au plan de relance, parce que certains essayent de dire c'est pas spécifiquement dans les jalons, alors que les recommandations 2019 sont quand même bien citées. Mais ces fameuses recommandations, en fait, c'est de la novlangue. Parce que c'était les recommandations avant, mais ce que les gens oublient, c'est que depuis le fameux TSCG, vous vous rappelez, le traité Sarkozy-Merkel, validé d'ailleurs par François Hollande, qui avait dit qu'il renégocierait, il n'a rien renégocié du tout, eh bien, il y avait un volet correctif et de sanctions. Parce que l'idée était de dire, écoutez, comme il y a eu la crise de l'euro, ça ne marche pas, il faut contraindre les pays à appliquer les politiques économiques qu'on veut pour que l'euro puisse perdurer, pour que l'euro puisse fonctionner. Et il y avait notamment un règlement européen qui est très clair, c'est le règlement 1178-2011, qui date de 2011, qui explique que si ces recommandations ne sont pas appliquées, il peut y avoir une sanction de l'ordre de 0,2% du PIB, sous forme de dépôt, c'est absolument énorme. Et c'est d'ailleurs cette menace de sanction qui a eu lieu, rappelez-vous, quand il y a eu la coalition en Italie, donc, M5S Lega, ils avaient tout un volet justement social dans leur programme. Ils présentaient un budget sous les 3%, donc ils respectaient les critères, et l'Union européenne les a menacés de cette amende si jamais ils mettaient à bien, parce que le plan économique et social n'était pas en phase avec ces fameuses recommandations. Donc il faut arrêter, ce ne sont pas des recommandations, en vrai on pourrait appeler ça des obligations. Oui, alors ça veut dire, Michel Onfray, que c'est un morceau de l'indépendance de la France qui se joue derrière cette affaire finalement. Oui, bien sûr, c'est la fin de la souveraineté française, j'en parlais tout à l'heure, la date 1973. Mais je suis très heureux d'entendre Charles-Henri parce qu'il dit très précisément ce qu'il faut dire dans ces cas-là, c'est-à-dire effectivement que c'est une affaire européenne. Permettez une anecdote personnelle, j'ai été invité à BFM, en remplacement d'Apolline de Malherbe, il y avait Benjamin Duhamel, dont la mère Nathalie Saint-Cric, travaille au service politique de France 2 et dont le père a fait carrière aussi dans les médias. Et j'ai fait savoir à un moment donné que ces retraites, effectivement, elles étaient demandées, exigées, nécessitées par l'Europe. Et Benjamin Duhamel m'a dit, mais pas du tout, c'est faux, d'où tenez-vous ça, c'est pas vrai. J'ai dit, mais si, bien sûr que si. Non, c'est pas vrai. Alors c'est drôle quand on sait que Benjamin Duhamel est allé avec sa maman, invité par le président de la République Emmanuel Macron, qu'il faisait partie de cette dizaine de journalistes à qui on a dit, il faudra pas le répéter, mais on vous donne les éléments de langage. Voici les éléments de langage qu'il va falloir donner dans la presse. Vous êtes important, vous êtes à BFM, vous êtes sur le service public à France 2, Madame Saint-Cric. Donc, et il y en avait là quelques autres. C'est drôle, on n'a pas eu la liste entière des gens qui étaient à ce déjeuner de Macron, mais on voit bien comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire, si vous dites, mais on pourrait peut-être mettre en relation cette réforme des retraites et quand même l'exigence européenne, on vous dit c'est faux, vous mentez, ça n'a rien à voir. D'où sortez-vous une information comme celle-ci? C'est pourquoi je suis très heureux que Charles-Henri nous dise très précisément pourquoi effectivement il y a une liaison de cause à effet entre les exigences de l'Europe et effectivement cette réforme des retraites. Alors, si on interroge des sources proches de la Macronie, ce que j'ai fait, on vous répond que Macron n'est pas obligé de réformer, effectivement, comme vous le dites, Michel, mais qu'il veut réformer, car il considère que l'endettement du pays doit être endigué. Alors c'est quand même curieux, évidemment, quand on sait que c'est le même président qui a fait la politique du quoi qu'il en coûte durant la crise sanitaire. Ça n'a pas de sens, finalement, ces éléments de langage donné. Ça n'a absolument aucun sens. Pardon. Michel. Oui, enfin, bien sûr que ce sont des éléments de langage. Bien sûr que s'il veut, Emmanuel Macron peut être communiste. Bien sûr que s'il veut, il peut aussi appeler à voter pour la réforme, les réformes proposées par Marine Le Pen. Bien sûr qu'il peut tout faire. Mais simplement, il est dans l'ADN d'Emmanuel Macron. Il a été nommé pour ça. Il a été placé là pour ça. Tous les médias s'en sont occupés. Et il faut qu'il y ait un candidat macronien ou qu'il y ait un candidat maastrichtien au second tour et surtout un candidat qui serait Marine Le Pen pour qu'on puisse dire elle est fasciste. Vous n'avez tout de même pas voté pour le fascisme. Et je trouve très étonnant. J'ai
quand je dis très étonnant, c'est évidemment une litote, ironique, que le patronat, la CGT, la CFDT, que l'Église, etc. Enfin, tout le monde nous dit qu'il faut voter antifasciste, donc il faut voter pour Macron. Et je suis quand même un peu sidéré de voir que Marine Le Pen proposant une motion de censure, il eût été facile à tous les députés qui sont contre cette réforme de dire on la vote, le gouvernement tombé. C'est-à-dire que quand Mélenchon a dit on va pas voter pour le fascisme, il nous dit en gros je vote pour Macron depuis toujours. Ouais. Il a fait ça au deuxième tour des élections présidentielles, il l'a fait déjà précédemment. Quand Mélenchon rencontre Macron à Marseille, il dit on est copains, c'est quand même pour rigoler tout ça quand on fait semblant d'être opposé. Et on voit bien effectivement que le dindon de la farce, c'est le peuple français, ce sont les travailleurs. C'est-à-dire que quand Mélenchon nous dit qu'il a le souci du peuple et qu'il est le peuple et que le peuple c'est exclusivement lui, pas du tout. Lui, il fait une petite carrière sur le dos du peuple. Je pense qu'il y avait la possibilité en votant cette motion de censure que la loi ne passe pas, que la loi de réforme sur la retraite ne passe pas. Ça n'a pas été voté, c'est-à-dire que ça passera évidemment avec l'accord très trotskiste pour le coup de Jean-Luc Mélenchon. Alors, revenons sur le volet économique. La crédibilité de la France, Charles-Henri Gallois, vis-à-vis des pays européens, mieux gérés, est-elle en question? Est-ce que cette affaire de dette française ne révèle pas une extrême fragilité de la zone euro, en fait? De la zone euro, évidemment, pour en parler, mais en l'espèce, là, il y a quand même un problème au niveau de la dette française, et ça, c'est pas un problème de retraite. C'est là que la Macronie se moque du monde. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron est quand même le président qui a le plus augmenté la dette publique française. On nous le vendait comme le Mozart de la finance. En réalité, ce monsieur, c'est le Beethoven de la dette, quand on regarde les chiffres. Et surtout, de quoi on parle? Quand on parle de la réforme des retraites, c'est on nous dit, alors potentiellement, à l'horizon 2030, on va avoir 10 à 12 milliards de déficit. Vous savez qu'il y a le déficit en 2023 prévu par le gouvernement, c'est 169 milliards. Ouais. Donc vous voyez bien qu'on parle d'une goutte d'eau et surtout que d'argent gaspillé inutilement par la Macronie. Enfin, j'ai soulevé un scandale d'ailleurs qui a été peu repris dans les médias, j'ai été peu invité là-dessus, du scandale des emprunts indexés sur l'inflation, émis par le gouvernement français. C'est absolument hallucinant et ça a quand même coûté par exemple en 2022, c'est les chiffres du Sénat, il n'y a pas que moi qui le dis, 16 milliards d'euros. Et ça va nous coûter en 2023 14 milliards d'euros. Donc ça, c'est bien supérieur, par exemple, à l'hypothétique déficit de la réforme des retraites. Vous pouvez rappeler juste comment ça fonctionnait pour nos auditeurs? Comment ça fonctionnait? C'est-à-dire que ça avait commencé sous DSK, ces emprunts indexés sous l'inflation. Mais à l'époque, vous aviez une inflation supérieure, les taux fixes étaient très supérieurs et le calcul était de dire on va peut-être gagner de l'argent. De facto, ça gagnait un petit peu d'argent. Mais le problème étant que la situation économique n'était plus du tout la même. Et à partir de 2015, on savait, parce que la BCE avait sorti le bazooka monétaire justement pour relancer l'inflation. Et ça a réussi. Vous voyez que si on paye l'inflation aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de la politique de la BCE. Et donc à partir de 2015, Macron était à Bercy à l'époque. Il est arrivé après en 2017 à l'Élysée. On savait que l'inflation allait arriver et ils ont continué à en émettre. Et on ne peut pas dire que c'est de la faute du passé, parce que si vous prenez l'encours actuel des emprunts indexés sur l'inflation, 72%, ça vient depuis que Macron est ministre de l'économie après président. Et donc imaginez, c'est comme si aujourd'hui vous remboursiez votre maison à taux variable, indexé sur l'inflation. Donc le coût est absolument astronomique. Et là, on a payé 16 milliards d'euros, 15 milliards d'euros en 2023. Le coût latent possible, quand on regarde la différence entre la valeur maintenant de ces obligations qu'on doit rembourser et la valeur à laquelle on les a émises, il y a 49 milliards de coûts latents potentiels. Donc ça ne va pas s'arrêter là. C'est un coût qui est hallucinant. Que va payer le contribuable? Par une erreur de gestion à minima, ou alors soit il y a incompétence, ou soit il y a conflit d'intérêt avec les banques. Mais en tous états de cause, il y a un scandale d'État qui est énorme. Incroyable. Mais c'est pas le seul élément. Enfin, je veux dire, on donne chaque année en pure perte au budget de l'Union européenne 13 milliards d'euros. Ça, c'est plus que l'hypothétique déficit à l'horizon 2030 de la réforme des retraites, ou même un autre scandale lié à l'Union européenne d'ailleurs. Le bouclier énergétique, certes, sur l'essence et sur le gaz, on n'a pas le levier, mais le bouclier énergétique sur l'électricité, vous savez que le mécanisme de fixation des prix de l'électricité, c'est un truc complètement fictif créé par l'Union européenne qui indexe le prix de l'électricité justement sur le gaz. Et donc on paye artificiellement beaucoup trop cher ce prix de l'électricité. Et le gouvernement, plutôt que de se dire, d'être un peu courageux et de sortir des dogmatismes, de dire je sors du marché de l'Union européenne de l'électricité, eh bien non, il préfère payer ce bouclier tarifaire d'électricité, c'est 45 milliards d'euros, ça. Ouais, donc on a des marges de manœuvre un peu dans tous les sens. Il y a une telle gabegie en fait de la Macronie que l'argument évidemment financier ne tient pas du tout. C'est la pression de Bruxelles qui est derrière. L'argument financier,
encore une fois, même si vous vouliez résorber à court terme, vous pourriez faire autre chose. Vous augmentez d'un point la CSG, ça a l'avantage de toucher pas seulement les revenus du travail, les revenus des retraites et les revenus du capital, et vous touchez plus que les 12 ou 13 milliards d'euros. Non, ils choisissent de passer en force, c'est-à-dire de faire une réforme injuste, et ça, c'est pour satisfaire évidemment l'Union européenne. Dans un instant, on va se demander comment marchent ces mécanismes d'endettement de la France, et vous allez voir qu'il y a un principe très simple que vous avez commencé à déflorer, c'est qu'à chaque fois que la France emprunte de l'argent à l'Europe, elle est perdante. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h30, mi-parcours, vous écoutez l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus en partenariat avec Front Populaire La Revue. Je suis avec Michel Onfray, Maxime Le Nagard, rédacteur en chef à Front Populaire, et notre invité est Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit. Nous nous interrogeons toujours ce matin pour savoir pourquoi le président Emmanuel Macron est aussi accroché à cette réforme des retraites alors que la mobilisation est maximale dans la rue. Vous nous disiez, Charles-Henri, que c'est une condition pour la France pour rester dans le jeu européen et, entre autres, accéder au grand emprunt. Alors, j'avais une question pour vous, Maxime Le Nagard. Il y a 2 ans, donc, durant la crise sanitaire, l'Union européenne a conclu sur un grand plan de relance dont la France devait être destinataire pour près de 40 milliards d'euros. Mais où en sont exactement ces versements, d'ailleurs? Oui, à l'échelle globale, c'était un plan de 750 milliards, divisé en plusieurs volets. Où en sont les versements? À l'échelle globale, on est à 136 milliards d'euros décaissés sur les 750 à peu près. Le rythme de décaissement se poursuit à des rythmes différents selon les États membres. L'Italie, par exemple, a déjà reçu 67 milliards. C'est le pays qui a le plus reçu à l'heure actuelle. La France, quant à elle, a reçu 12,5 milliards. En 2 parties, 5 milliards de préfinancement et 7 milliards récemment en première demande de prêt, c'était en mars 2022. Il reste environ pour la France 25 milliards à décaisser dans les années à venir jusqu'à 2026. Pour recevoir l'intégralité, elle doit mettre en œuvre 175 mesures, 134 projets d'investissement et 41 réformes présentées dans son plan et valider des cibles et jalons. Charles-Henri Gallois en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais on nous dit par ailleurs que la France est bonne élève, donc on a bon espoir de pouvoir avoir l'ensemble de l'argent. Bon, alors d'une façon plus générale, Charles-Henri Gallois, à chaque fois que la France est destinataire d'un prêt de l'Union, il y a un paradoxe, c'est que c'est le contribuable français qui paye plus qu'il ne reçoit. Vous pouvez nous expliquer cela? Ça paraît un peu bizarre. Le mécanisme de l'Union européenne, quand on nous parle d'argent européen, que ce soit le budget ou même ce fameux plan de relance, en fait c'est notre argent. C'est un peu comme si je vous donnais un billet de 500 €, vous m'en rendez 300 et je devrais vous dire merci. Mais quand on parle du plan de relance de l'Union européenne, ça va encore plus loin que ça, parce que non seulement il y a le fait qu'on verse beaucoup plus, on va verser 80 milliards d'euros pour en recevoir 40, donc on perd 40 milliards d'euros en réalité en net. Mais comment c'est possible, ça En plus de ça, nous n'avons pas la libre utilisation des 40, donc c'est non seulement les 300 que vous me rendez, vous me dites, je sais pas, vous devez acheter des pâtes, vous devez acheter de la salade, machin, vous avez envie d'un steak, non, vous n'avez pas le droit. En fait, vous n'avez pas la libre utilisation des fonds. Et en plus de ça, pour toucher les fonds, on vous demande justement ces fameuses réformes en contrepartie, dont la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. Donc c'est une arnaque absolument innommable en fait pour la France. Et ça pose vraiment question, parce que vous montrez un tel accord à n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe qui. Oui, vous personne ne le signe. En fait, c'est une telle arnaque. On vous montre un tel accord, mais même un demeuré ne le signerait pas. Emmanuel Macron, lui, l'a signé. Ça montre quoi? Ça montre que ce monsieur met en permanence en fait l'Union européenne au détriment des intérêts de la France. Et on peut comprendre par exemple qu'un pays comme l'Allemagne, qui a versé aussi plus qu'elle ne reçoit, en fait consente à le faire. Pourquoi? Parce que l'Allemagne bénéficie de l'euro, bénéficie du marché unique avec un excédent vis-à-vis des autres pays de la zone euro commerciale absolument énorme. Donc l'Allemagne quelque part paye pour la survie d'un système qui lui bénéficie. Mais la France surpaye pour un système de l'euro qui est une monnaie qui est trop chère pour son économie, et d'un marché unique qui manifestement ne lui profite pas, parce qu'on a 169 milliards de déficit commercial sur 12 mois, qui est un record historique. Même si vous enlevez l'énergie, on a plus de 80 milliards de déficit commercial. C'est donc une France concrètement qui s'appauvrit. Et donc en fait, on paye pour un système qui nuit à la France. Donc c'est complètement lunaire. Et ça montre quoi? Ça montre des dirigeants qui ont renoncé à la France, et pire que ça, qui jouent l'Union européenne contre les intérêts de la France. Et ça, je pèse mes mots, mais je pense que c'est une attitude qui est criminelle et traître à la nation. Alors je vais demander justement à Michel Onfray, s'endetter plus au niveau européen, tout ça, c'est de plus en plus accepter le jeu de la dépendance finalement, c'est-à-dire qu'on paye pour être de plus en plus dépendant de Bruxelles. On en est là.
Oui, absolument. C'est comme ça que ça se passe depuis, je vous disais tout à l'heure, au moins 73, mais Maastricht qui a été quand même l'occasion d'une grande accélération. Je regardais tout à l'heure sur un dictionnaire la définition de tyrannie. Gouvernement absolu, oppressif et arbitraire. On y est complètement. C'est-à-dire vraiment, on a un gouvernement absolu, c'est-à-dire que le chef de l'État décide de mener des guerres tout seul. Enfin, il voit ça avec Ursula von der Leyen et il estime que nous allons pouvoir devenir des co-belligérants de l'Ukraine, c'est-à-dire entrer en guerre avec la Russie. Ça, c'est décidé tout seul. Il n'a pas d'Assemblée nationale à sa main. Il ne peut pas gouverner, mais il ne change rien. Il n'y a pas de problème. On continue tout à fait dans le même sens. Il a perdu toutes les élections pendant 5 ans. Dans son mandat précédent, il n'a rien changé. Il a dit non, on continue. Il n'y a aucun problème. Donc il est absolu, c'est-à-dire que c'est un chef, il décide tout seul. Il est oppressif parce qu'il se moque absolument du monde. Vous disiez tout à l'heure effectivement que les chiffres étaient considérables des gens qui refusaient cette loi. Il y a un moment donné où, quand on est chef de l'État, on n'est pas un dictateur, on n'est pas Louis XIV sur son trône en disant l'État c'est moi et je décide. On écoute ce que veut le peuple. Normalement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et c'est arbitraire parce qu'effectivement, il y a plein de moments où les Français disent mais on veut autre chose. On veut des référendums d'initiative citoyenne, par exemple, souvenez-vous des propositions des Gilets jaunes, et on dit mais non, vous n'aurez rien du tout, parce que ma feuille de route c'est ça, la feuille de route de Paris c'est à Bruxelles, c'est la feuille de route de Bruxelles, elle est aux États-Unis. Elle est un peu sur la côte ouest des États-Unis avec avec les GAFAM. On a bien vu d'ailleurs que récemment, Macron décorait discrètement des patrons des GAFAM en disant « je vous donne la Légion d'honneur, mais il faudrait pas que ça se sache ». Et de fait, on est vraiment dans un gouvernement tyrannique. Je pense que le mot correspond bien et que l'Europe maastrichtienne fait la peau de la France. Il s'agit de détruire les peuples et les nations et que ça se fait avec l'assentiment du peuple qui finalement n'a pas trop le choix, mais surtout avec le consentement et avec l'activité de Macron et des siens. Et ceci dit, il faut être sérieux, c'est-à-dire que les socialistes auraient été au pouvoir, ils auraient fait exactement la même chose. Les républicains auraient été au pouvoir, ils auraient fait exactement la même chose. Ils font tous semblant d'être contre, mais c'est la même politique. Si on est maastrichtien, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Il n'y a que Charles-Henri Gallois qui propose véritablement une alternative. C'est le Frexit, et ça, c'est vraiment le tabou majeur sur nos médias. Oui, on va en parler justement dans la prochaine partie de l'émission, mais revenons sur ce problème de dépendance économique. Emmanuel Macron, son gouvernement dépend de plus en plus du financement de Bruxelles. Mais je me souviens quand même, ironie de l'histoire, que dans le débat entre deux tours des élections présidentielles, Emmanuel Macron avait reproché à Marine Le Pen d'avoir emprunté de l'argent aux Russes et avait utilisé cette formule « vous dépendez du pouvoir de Monsieur Poutine car vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie ». Alors est-ce qu'on peut pas faire une image, même si comparaison n'est pas raison, est-ce qu'on peut pas dire qu'à contrario, Emmanuel Macron parle à son banquier quand il parle aux instances européennes ? La grande différence, c'est que vous faites un emprunt à une banque pour votre maison et il vous exige rien si ce n'est de rembourser l'emprunt, ce qui était le cas par exemple du RN. Là, dans ces emprunts de l'Union européenne, comme je l'ai dit, vous n'avez pas la libre utilisation des fonds, donc on vous oblige à dépenser les fonds de telle ou telle manière, et en plus de ça, on vous exige de faire des réformes. Donc là, ça va beaucoup plus loin dans la dépendance. Oui, c'est un banquier qui est exigeant. C'est un banquier qui est très exigeant. C'est un banquier qui vient dans votre maison et qui vous explique comment vous devez faire la décoration, ce que vous devez manger. Donc c'est quand même très intrusif. Et ça, c'est la principale différence. Et je pense, quand vous parliez d'enchaîner en fait la France à l'Union européenne, je pense qu'il y a vraiment de ça aussi dans cette optique du plan, c'est-à-dire que comme vous avez des remboursements jusqu'à, je crois que c'est 2050 si je dis pas de bêtises, mais c'est du très long terme, c'est des emprunts sur plus de 30 ans, et donc bien évidemment vous créez une relation de dépendance et quelque part vous augmentez le coût de la sortie de l'Union européenne parce que il se peut, alors ça peut se négocier avec évidemment des modalités et des échéances, mais si on sort, il pourrait très bien dire vous devez rembourser directement les éléments, et c'est une façon quelque part d'enchaîner la France à l'Union européenne, et au-delà même de la contrainte économique qui existe dans l'Union européenne, de l'absurdité même d'avoir accédé en fait à ce type de plan de relance qui n'en est pas un. Je pense qu'il y a cette idée d'enchaîner vraiment les différents pays. C'est pas anodin si ça a eu lieu après le Brexit. On sent une sorte de tension de l'Union européenne qui veut à tout prix qu'il n'y ait pas d'autres pays qui sortent, et je pense que c'est une façon de les enchaîner aussi sans le dire. D'accord. Michel, vous vouliez dire un mot supplémentaire sur ce volet-là, sur cette dépendance européenne ?
Non, je souscris. On peut faire une analyse aussi en disant qu'il s'agit d'un cheval de Troie. C'est-à-dire effectivement quand il y a le Covid et qu'on dit mais quel qu'en soit le prix, enfin quel qu'en soit le coût, on vous aidera, on sera avec vous. On se dit il est quand même très social, il défend quand même l'État. C'est quand même un souverainiste, il a le souci du peuple. C'est quand même quelqu'un de gentil, notre Emmanuel Macron. Et il évite que s'effondrent les restaurateurs ou un certain nombre d'autres commerçants. Mais en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La forêt, c'est qu'en fait, il en a profité pour faire avancer le projet maastrichtien. Et effectivement, cet endettement sur les grandes distances ou sur les grandes longueurs fait que on se retrouve avec une obligation de rester dans l'Europe. Ça me rappelle Attali qui avait fait savoir que le texte avait été ficelé de façon à ce qu'on ne puisse pas sortir de l'Union européenne. C'est assez terrible cette façon d'avouer clairement que le piège s'est refermé et que la souveraineté, elle a été perdue une fois, et bien elle sera perdue toujours, on ne pourra jamais la recouvrer. Bien sûr que si, on peut la recouvrer, on peut très bien effectivement sortir de ces traités, sortir de l'Europe, sortir de ce piège-là. Ça n'est pas possible ou ça n'est pas pensable qu'on vende le peuple français, qu'on vende la France comme ça en toute impunité. Eh ben justement, on va se retrouver dans un instant pour en parler. On va se demander comment la France pourrait échapper à cette dépendance économique, à cette dépendance bruxelloise, et est-ce qu'il n'est pas trop tard? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray, fondateur de Front Populaire, Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Alors, on vient de voir que notre pays et son gouvernement sont obligés aujourd'hui d'avancer dans le sens de la feuille de route fixée à Bruxelles, et que c'est cela qui contraint Emmanuel Macron aujourd'hui à s'entêter dans son projet de réforme des retraites. Mais pour autant, Charles-Henri Gallois, les Français pensent qu'il n'y a pas nécessairement les moyens, qu'on n'a plus les moyens de sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce qu'on peut encore sortir de l'Union européenne? Non seulement on peut encore sortir, c'est une question de volonté politique et de mise en place politique, mais au contraire, on a tout à y gagner. Enfin, je parlais tout à l'heure, il n'y a pas que le volet économique, mais disons, ce qui fait peur aux Français, c'est vraiment le volet économique. Oui. Parce que je pense que si on prend le volet politique, tous les sondages montrent que si on demande aux Français, est-ce que vous voulez que l'État français récupère des compétences vis-à-vis de l'Union européenne, récupère en d'autres termes de la souveraineté, il y a une majorité écrasante qui est d'accord avec ça. Oui, mais ils ont peur que ça leur coûte trop cher. La problématique, évidemment, c'est celle-là. C'est-à-dire, comme il n'y a plus d'arguments politiques pour rester dans l'Union européenne, on vous fait peur. C'est le fameux projet de la peur. On vous dit, si demain vous sortez de l'Union européenne, si vous sortez de l'euro, ça va être la catastrophe, l'économie française va s'effondrer, les faillites à l'appel, etc. Mais la réalité, quelle est la réalité à l'heure actuelle? La faillite, elle est à l'heure actuelle. Je parlais d'un déficit commercial de 169 milliards d'euros. C'est à l'heure actuelle dans l'Union européenne, parce qu'on n'a pas du tout de protectionnisme, mais parce qu'on a une monnaie qui est complètement surévaluée. C'est le problème de l'Union européenne. Au contraire, si on sort avec une monnaie qui se déprécie, on va avoir quelque part une compétitivité accrue qui va aider l'économie française. Donc c'est absolument faux. Si vous prenez les éléments purement comptables, on sort demain, on a 13 milliards d'euros de plus au budget de l'État français parce que c'est de l'argent qu'on ne donnera pas à l'Union européenne. Pareil, le plan de relance de l'Union européenne, ça nous coûte 40 milliards d'euros. Tout ceci, on peut le récupérer. Quand je parle des 13 milliards d'euros, c'est le budget, mais vous avez tout un tas aussi de ce qu'on appelle des cofinancements à Bruxelles. C'est finalement des financements européens qui sont hors du budget de l'Union européenne. Chaque fois qu'il y a un financement comme ça, la France paye 17,4% du pot commun. Quand on donne 1 milliard d'euros à l'Ukraine, la France donne 174 millions. Quand on donne 1 ou 2 milliards à Erdogan pour maintenir les réfugiés, tout ça c'est hors budget de l'Union européenne, la France va payer à chaque fois 17%. Donc tout ceci, c'est un coût qui est absolument énorme, et il y a un coût aussi dont on parle peu, c'est le coût normatif, que ce soit pour les administrations publiques ou pour les entreprises. Vous savez qu'il y a une armée de fonctionnaires européens à Bruxelles, et ces gens-là, pour justifier leur existence, ils produisent des normes. Et il y a un coût d'application des normes. Quand vous dites qu'il faut changer les radiateurs, qu'il faut changer la taille des cuvettes, il faut le faire. Les particuliers, les entreprises, l'administration publique, tout ceci, ça a un coût, et ça a été évalué à peu près 39 milliards d'euros par an. La mise à jour, la mise aux normes de l'Union européenne. Donc en fait, tout ceci a un coût absolument faramineux pour l'économie française. Le coût de l'euro, il y avait une étude d'ailleurs allemande qu'on ne peut pas supposer d'être anti-Union européenne qui expliquait que le coût de l'euro
pour les pays du Sud au niveau de l'économie était absolument énorme. Et ça va crescendo évidemment parce que vous avez une monnaie et des parités qui sont fixées et une économie des pays du Sud qui se dégrade d'année en année. Pour la France, le coût de l'euro était estimé à plus de 100 milliards d'euros chaque année. Donc vous voyez qu'au contraire, si vous sortez de l'Union européenne, évidemment politiquement il faut le faire parce que c'est une question de souveraineté nationale. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être gouverné par des gens français élus par des Français ou est-ce qu'on veut être gouverné par des gens étrangers non élus? Ça, c'est une question de politique, mais même d'un point de vue économique, la France a tout à y gagner. On essaye de faire peur aux gens, mais c'est une question de volonté politique, et s'il y a une politique économique qui est bien faite, évidemment qu'il y a beaucoup de gains à faire. C'est-à-dire que si vous sortez de l'Union européenne, tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, c'est absolument faux de le dire. Après, évidemment, il faut faire une politique économique adéquate pour s'en sortir. Si vous faites une politique atroce au niveau national, en fait, vous reprenez en main, vous reprenez le contrôle, vous reprenez en main l'économie. Et après, c'est libre à vous de faire votre politique. Oui, mais la grande différence, pour autant, on a vu que dans le Brexit, justement, ce qui a suivi le Brexit n'était pas nécessairement très heureux. Pour l'instant, on voit pas bien les bénéfices pour le peuple. Le Royaume-Uni, sur le plan économique, parce qu'on parle beaucoup de ça, ne se porte pas plus mal que la zone euro. Ça, c'est faux de le dire, mais on essaye de nous dire que ça serait la catastrophe. Non, en fait, ils ont fait des choix de politique économique qui sont antérieurs au Brexit et qui payent maintenant. Ils payent, par exemple, leur dépendance au gaz, leur mix énergétique. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, c'était avant. Ils payent également le fait qu'ils ont fait beaucoup de création monétaire. La Bank of England a fait comme la BCE et donc ça a créé beaucoup d'inflation au Royaume-Uni, mais ça n'a rien à voir avec le Brexit, c'était le cas avant. Donc ça, on ne le dit jamais. Ils payent les politiques, mais ce que je veux dire, c'est quand vous reprenez le contrôle, la grande différence, et c'est la base normalement de la démocratie, c'est-à-dire que quand vous êtes en démocratie, vous pouvez élire des gens qui font des mauvais choix de politique, économique, sociale ou autre. Mais quand vous êtes en démocratie, vous pouvez les virer à la prochaine élection et mener réellement une autre politique. La problématique qu'on a quand on est dans l'Union européenne, c'est que vous pouvez très bien virer au niveau national des gens, comme exactement ce que disait Michel. Si demain vous mettez des LR ou des PS, ils feront exactement la même politique. Et donc quand la politique est déjà fixée, qu'elle soit dans le cadre des traités, qu'elle soit au niveau de la monnaie, qu'elle soit même au niveau des recommandations, même on l'a vu, les obligations économiques et sociales, toute la feuille de route en fait est déjà fixée. Donc on ne peut pas appeler ça une démocratie, c'est un vote de façade, c'est un vote pour rire, mais votre vote n'a pas la capacité, n'a pas de prise sur le réel et sur les choses, alors que si on sort de l'Union européenne, on reprend le contrôle et là votre vote a fait à nouveau sens. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que tout va être rose, ça veut dire que vous pouvez élire des gens qui vont enfin faire une politique différente et qui vont enfin faire une politique efficace à tous les niveaux et notamment sur le plan économique. J'ai le souvenir que dans le premier numéro de Front Populaire qui s'appelait Souveraineté avec un point d'exclamation, eh bien il y avait des scénarios possibles évoqués par un certain Jacques Sapir, que l'on connaît bien, sur des scénarios possibles pour sortir de l'Union européenne ou de la zone euro. Maxime Lenagar, je vous ai demandé d'aller jeter un petit coup d'œil dans ces archives. Quels sont ces 3 scénarios possibles pour sortir de l'Union ? C'est les 3 combinaisons possibles quand on prend en compte l'euro et l'Union européenne en tant que telle. Première possibilité, sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Ça paraît théoriquement difficile car les traités européens ne prévoient pas de sortie de la zone euro. L'euro a été conçu sans retour en arrière possible, ce qui est déjà un problème sur le plan politique. Si la France sortait de la zone euro sans sortir de l'UE, ça serait du coup théoriquement aux autres pays européens de l'exclure de l'Union européenne, chose quasi impensable. Mais il n'y a pas d'obstacle technique en théorie à être dans l'UE sans être dans la zone euro. C'est le cas de la Suède et de la Pologne. Deuxième possibilité, sortir de l'Union européenne sans sortir de l'euro, c'est-à-dire l'inverse. Choix très étrange, théoriquement pas impossible. Il y a des pays qui utilisent l'euro sans être dans l'Union européenne, ils sont hors zone euro, c'est le cas du Monténégro. Enfin bon, sortir de l'UE en restant sous la coupe de la BCE n'aurait pas vraiment de sens. Troisième équation possible, sortir de l'UE et sortir de l'euro, c'est le scénario le plus cohérent et c'est celui des partisans du Frexit. Michel Onfray, vous êtes Frexiteur. Je crois connaître la réponse. D'ailleurs, je pense que je paye ça plus qu'autre chose. D'ailleurs, en étant interdit de service public, en étant traité de fasciste, de nazi, de type d'extrême droite, je pense que c'est ça que je paye. Parce que quelqu'un comme Finkielkraut, par exemple, qui lui tient des propos qui sont pas les miens. Je veux dire, vraiment, il s'est pas fait virer de France Culture. Lui, il est toujours invité, il y a aucun problème, il est invité dans le service public. Mais ça, c'est vraiment le tabou majeur. Si on commence à toucher à l'Europe de Maastricht, eh bien, on est vilipendé, quoi. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections présidentielles, il n'y avait aucun partisan du Frexit. Aucun. C'est-à-dire que 500 signatures sont possibles pour Poutou, le nouveau parti anticapitaliste. 500 signatures sont possibles pour Nathalie Arthaud, c'est-à-dire lutte ouvrière. Ça veut dire qu'on trouve 1000 signatures pour ces deux-là, mais que Florian Philippot, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais enfin Florian Philippot n'a trouvé qu'une signature.
une signature sur les 500. Elle n'a pas pu se présenter. C'est-à-dire que tout est fait vraiment pour que ce soit un entre-soi, et on a vu que Mélenchon ne touche pas à tout ça. Marine Le Pen a fait un virage considérable, elle n'y touche plus. On touche plus à l'euro, on touche plus à l'Europe, on touche plus à Schengen. Sous-entendu, avez-vous vu, je porte les habits de Jacques Chirac, vous pourriez vraiment voter pour moi maintenant. Jusqu'à Éric Zemmour, dont on aurait pu imaginer qu'il soit radical sur ce sujet-là, il l'était sur tellement d'autres sujets, mais qu'il ne l'est pas et qui vient de nous faire savoir récemment que la réforme des retraites, il fallait tout de même la voter, parce que quand même les autres pays européens étaient sur une augmentation du temps de travail et qu'on ne pouvait pas faire ça aux autres pays européens. On se dit, mais où est le Éric Zemmour qu'on a connu, nettement plus courageux sur ce sujet? Donc il y a un consensus sur ce sujet. Si on fait consensus en disant on touche pas à l'euro, on touche pas à l'Europe, alors là vous pouvez tout raconter, y compris comme Finkielkraut qu'il y a trop de noirs dans une équipe de football. Ça vous vaut pas interdiction du service public. Vous pouvez continuer de l'équipe de France, si je me souviens. Vous pouvez continuer. Mais vraiment, c'est l'interdit majeur. C'est l'interdit majeur parce que c'est justement le problème. Et juste 2 mots sur la question du Brexit. Moi, je pense, on me le dit souvent. On me dit, mais vous avez vu avec l'Angleterre. Je dis, mais attendez, le souverainisme n'est pas une politique. C'est l'art de pouvoir refaire de la politique. Donc, c'est-à-dire que on reprend les commandes. Mais si on reprend les commandes pour faire exactement la même politique, c'est-à-dire une politique libérale et d'une certaine manière maastrichtienne, on a beau être à côté de Maastricht, si on continue à faire le même type de politique, alors évidemment, rien ne changera. Le souverainisme n'est pas une politique, c'est justement l'art de recouvrer une souveraineté perdue. Et après, quand on a recouvré sa souveraineté, on en fait quelque chose ou on n'en fait rien. L'Angleterre n'en fait rien. Alors, est-ce que le meilleur moyen de faire le Frexit, ce serait pas d'abord de commencer par faire un référendum pour demander aux Français ce qu'ils en pensent? C'est risqué, néanmoins. Alors, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'avais présenté, même d'un point de vue tactique, et je pourrais m'épancher là-dessus, j'avais fait un article où je disais que Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan devraient faire ce référendum sur l'appartenance à l'Union. Ça ne veut pas dire de vote pour le Frexit, mais devraient faire ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne dans leur programme, tout simplement parce que c'est la clé, c'est l'as dans la manche. Parce que si vous arrivez avec des artifices de type je vais faire la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, ou je vais désobéir au traité comme Mélenchon, là on n'a peut-être pas forcément le temps de développer, mais j'avais expliqué dans cet article que c'était pas applicable juridiquement, vous allez aller dans le mur. Et en plus de ça, ça va vous faire dire, les journalistes vont vous faire dire que, au contraire, vous êtes pour la sortie de l'Union européenne, ce qu'ils ne veulent absolument pas. Donc, ce qui est stupide tactiquement, parce que l'Union européenne, c'est quoi? Si ce n'est du droit, en fait, et les traités. Et donc, si vous dites que les traités ne marchent plus, c'est la fin de l'Union européenne. Donc, c'est un Frexit juridique, c'est un Frexit de fait. Et donc, c'est bien plus habile tactiquement de dire, en réalité, écoutez, je vais aller renégocier l'Union européenne, même si moi je sais très bien que c'est pas possible. Et derrière, comme je suis un démocrate, je vais demander aux Français s'ils veulent rester oui ou non. Je vais faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et ça, on ne peut pas vous taxer de Frexiteur ou autre. Au pire, on peut vous taxer de démocrate. Il y a quand même pire comme injure. Et à la dernière présidentielle, d'ailleurs, seul Nicolas Dupont-Aignan avait mis ce référendum suite à Je voudrais demander à Michel Onfray s'il pense que le référendum est un préalable. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faudrait du courage. C'est-à-dire que le général de Gaulle ne dit pas, le 17 juin 1940, je vais demander à un institut de sondage pour savoir si j'ai une majorité de gens qui me permettraient de lancer cet appel. On le fait et puis qui nous aiment nous suivent. Moi, je pense qu'il nous faut un candidat frexiteur aux prochaines élections présidentielles et que la chose soit clairement dite. Je pense qu'on peut faire de la pédagogie. À Front Populaire, on a fait de la pédagogie avec le mot souverainiste. On peut en faire avec le mot frexiteur. Eh ben, je vous remercie tous les trois. On conclut là-dessus. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements. Juste un mot, Stéphane. Oui, très rapidement, Michel. Il sera très rapide, c'est juste pour féliciter Charles-Henri de mener ce combat parce qu'il le mène vraiment très bien. Eh ben, il est là, il vous entend. Donc, je vous donne rendez-vous tous sur nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio, sur la chaîne YouTube notamment de Sud Radio, et puis sur frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. À 17h45 aujourd'hui, Sud Radio aime le rugby en direct, Angleterre-France. La Rose contre le Coq. Commentaire Daniel Herrero et Johan Huget. Mais tout de suite, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci à tous.